Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours Introduction au contrôle des systèmes. Alors ce cours est dispensé sur la plateforme de TechZone Academy pour ceux qui se demandaient. Alors ce cours est dispensé par votre accélérateur de compétences, en fait qui est l'auteur même du cours et qui a pour but de vous enseigner des connaissances assez accélérées, n'est-ce pas, pour pouvoir aborder tout contrôle, tout problème de contrôle des systèmes liés à la robotique ou liés à d'autres domaines. Donc nous allons par la suite nous concentrer plus sur les outils de programmation, les outils de modélisation mathématique, et par la suite nous allons pouvoir les programmer à travers un environnement de simulation très connu, Simulink. Alors nous allons commencer rapidement par le projet, par le système que nous allons asservir. Dans un premier temps, nous allons utiliser ce système qui est une représentation de notre système asservi, donc une représentation physique qui montre en effet tous les paramètres que nous allons exploiter par la suite, donc pour asservir. Donc vous pouvez voir directement en vert l'un de nos états, donc je vais par la suite définir ce que c'est qu'un état. En bleu, vous voyez un de nos états, mais ce qui nous intéresse particulièrement en fait dans ce schéma en fait, c'est l'état M, qui est en fait l'angle dont nous pouvons avoir, n'est-ce pas, la mesure à partir des capteurs. Donc les capteurs ont été couverts en fait dans une partie de ce cours sur laquelle je ne vais pas revenir. Donc je vous invite à accéder en fait à ce cours directement sur TechZone Academy, et par la suite vous pouvez taper le cours Introduction au contrôle des systèmes. Alors l'angle en bleu, c'est l'angle qui nous est fourni par un gyroscope, et nous allons voir par la suite comment est-ce que nous pouvons reconstruire ces états, mais ce n'est pas le but de notre première vidéo. Alors, notre système, nous avons modélisé notre système avec des équations différentielles. Donc, ça, c'est une modélisation mathématique dans un premier temps. Donc, nous l'avons modélisé avec et nous l'avons par la suite codé, donc sur MATLAB, donc, comme vous pouvez voir à l'écran. Et par la suite, nous nous sommes dit qu'il était très important en fait que ce système soit mis sous une forme de modèle, utilisé en automatique, parce que c'est de l'automatique que nous voulons implémenter dessus. Nous voulons appliquer, n'est-ce pas, une commande dite par retour d'état. Alors nous allons transformer, n'est-ce pas, notre système en modèle. Donc nous allons passer des équations que nous avons définies au préalable à une représentation, n'est-ce pas, typique, n'est-ce pas, du modèle que nous voulons utiliser pour pouvoir commander le système. Alors juste en dessous, je vous présente directement les matrices que nous avons obtenues suite à cette modélisation-là, qui fut aussi l'objet d'une séance de cours, donc dans le cours d'introduction au contrôle des systèmes. Alors nous avons abouti, notre modélisation aboutit sur une matrice A, une matrice B qui est la matrice d'entrée. La matrice A, c'est la matrice d'état. Et par la suite, en ce qui concerne la matrice d'observation et la matrice d'action directe, nous les avons obtenues en nous disant, ok, nous voulons uniquement en sortie, n'est-ce pas, nous voulons avoir tous les états du système. Alors c'est pourquoi la matrice C est une matrice identité. Et nous avons par la suite codé, n'est-ce pas, codé sur MATLAB. Vous voyez les lignes de code qui sont juste à côté. Et ce que nous retenons déjà de cette modélisation qui a été faite, c'est que notre système, il n'est pas stable. En fait, parce que lorsque nous calculons, n'est-ce pas, lorsque nous déterminons les valeurs propres de notre système, nous nous rendons compte en fait que ces valeurs propres-là, parmi ces valeurs propres-là, il y en a une qui est strictement positive, donc qui a une partie réelle strictement positive, et c'est une caractéristique d'un système instable. Lorsque une de ces valeurs propres est définie positive, notre système est dit instable. Donc par la suite, nous nous sommes dit, ok, en automatique, la plupart des systèmes, pour la plupart 90, sont des systèmes qui sont commandés numériquement. Au XXIe siècle, il n'est plus question de parler de commande de
d'un asservissement en continu, mais nous commandons notre système de façon numérique avec des microcontrôleurs, comme ce sera le cas dans notre projet du coup. Donc, vous avez là le résultat, n'est-ce pas, de la transformation du modèle continu en modèle discret. Vous avez désormais un modèle qui dépend de votre période d'échantillonnage, donc qui est en l'occurrence TS. Donc là, vous pouvez voir la période d'échantillonnage TS du système. Et vous pouvez également voir l'angle initial. Donc initialement, lorsqu'on définit en fait une matrice d'état, lorsqu'on définit en fait un modèle d'état, nous devons nous fixer, n'est-ce pas, des conditions initiales. Nous fixons le psi 0, n'est-ce pas, qui est l'angle en bleu dont j'ai parlé dans le premier slide. Donc nous avons fixé à 10. Et nous avons là la transformation qui est faite au niveau de la matrice A. AZ qui signifie en fait la nouvelle matrice A qu'on obtient lorsque nous passons du modèle continu au modèle discret. La nouvelle matrice A est une matrice qui dépend, n'est-ce pas, de la période d'échantillonnage TS de notre système et qui dépend aussi n'est-ce pas, de la période du système précédent. Donc, c'est ce que nous allons voir par la suite, quelles sont les commandes qui sont utilisées. Eh bien, vous avez là S1Z qui est égal à C2D de S1 et avec un bloqueur d'ordre 0, ZOH. Donc cette commande-ci, qu'est-ce qu'elle permet de faire en fait? Cette commande-ci vous permet de passer du modèle continu à un modèle discret. En l'occurrence, dans notre cas ici, nous avons S1 qui est le modèle continu, n'est-ce pas? Et vous avez S1Z qui est le modèle discret. Alors la fonction C2D vous permet de passer d'un modèle continu à un modèle discret, n'est-ce pas? Avec un bloqueur d'ordre 0 et en précisant la période d'échantillonnage qui sera utilisée. Donc, dans un premier temps, il était question de savoir est-ce que notre système instable est-il au moins commandable? Donc, c'est la première question à laquelle il fallait répondre après avoir modélisé le système en discret. Il fallait se poser la question est-ce que le système est commandable? Alors, pour ce faire, sur MATLAB, il existe une commande très simple qui vous permet, une fois que vous avez, n'est-ce pas, la matrice A et la matrice B qui correspond à votre système en discret. Donc, je parle bien de ces deux matrices que nous avons obtenues. Donc, ces matrices que nous avons obtenues en faisant cette conversion entre le modèle continu, du modèle continu au modèle discret. Alors, vous avez accès en fait à ces matrices A et B là. C'est S1ZA et S1ZB qui correspondent en fait aux matrices A et B de votre modèle discret. Vous avez la possibilité de déterminer, de calculer la matrice de commandabilité qui est ici en l'occurrence CO. Et lorsque vous déterminez cette matrice de commandabilité là, en fait, vous vous posez la question de savoir le système, quel est le rang de cette matrice de commandabilité. Alors lorsque vous connaissez le rang de cette matrice de commandabilité, alors vous la comparez directement au rang de votre, directement vous la comparez en fait au rang de votre système. Donc vous allez déterminer directement si elle correspond au nombre n qui est le nombre de variables d'état. Donc lorsque vous avez 4 variables d'état, il va de soi que le rang de votre matrice de commandabilité doit être égal à ce nombre-là. Donc bien évidemment il est vérifié. Alors parce que nous avons bien choisi les variables d'état, si nous n'avions pas choisi les variables d'état comme il se le doit, nous ne pourrions pas obtenir ce résultat. Alors, quelles sont les variables d'état par la suite dont nous allons nous servir? Donc, alors les variables d'état sont les suivantes. Je vais juste revenir sur ces variables d'état que nous avons utilisées dans les cas précédents. Alors, ces variables d'état sont les suivantes. Nous avons θ, nous avons phi, nous avons θ point et nous avons phi point. Alors, θ, c'est l'angle qui était symbolisé par l'angle en vert, donc au début du slide, donc le slide du cours. Donc, et le phi, c'est l'angle qui nous est fourni par le gyroscope. Alors, θ point, c'est la vitesse angulaire. Il va de soi que c'est la dérivée de θ.
Et phi point, c'est la vitesse angulaire donc, qui nous est fournie également par le gyroscope. Donc, nous pouvons désormais continuer. Là, il était question d'insister sur ces paramètres. Donc, vous pouvez les voir encore avec dans une configuration encore plus, plus espacée. Donc, vous voyez directement la période d'échantillonnage de notre système. Il y a une conversion parce que, bien évidemment, l'angle qui nous est renvoyé par le gyroscope est en degrés. Il faut que nous l'obtenions en radians. Alors, je précise que toutes ces lignes, ce sont des lignes de code qui devront être mises dans un point M, donc de votre fichier MATLAB. Et vous allez l'exploiter par la suite pour pouvoir commander le système ou simplement le maintenir à une position stable. Donc, par la suite, nous entamons cette partie, la stabilisation par retour d'état. Eh bien, nous avons vu dans les slides précédents que notre système il est instable. Donc, nous avons, à travers vous avez plusieurs méthodes, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez, à travers cette commande pzmap, donc avec le système continu S1, vous pouvez voir la position des pôles. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît qu'un système est stable? C'est très simple. Lorsque vous avez affaire à un système qui est continu, alors les pôles qui sont instables sont les pôles qui sont situés à l'extrémité gauche de votre repère, donc à la gauche, donc juste sur la zone qui est hachurée. Alors lorsque vous avez affaire plutôt à un système qui est discret, donc vous avez les pôles instables qui sont de part et d'autre. Les pôles instables sont ceux qui sont à l'extérieur du cercle unité. Donc lorsqu'un pôle se trouve dans cette zone-là, il est qualifié d'instable. Mais lorsqu'un pôle se trouve à l'intérieur du cercle unité, il est qualifié de pôle stable. Par la suite, nous allons déterminer deux types de comptes. Nous allons faire la différence entre les pôles rapides et les pôles lents. Alors un pôle rapide, c'est un pôle qui est en continu dans le cas du système continu. Alors le pôle qui est rapide, c'est le pôle qui a tendance à s'éloigner, n'est-ce pas, à s'éloigner, donc déjà il est dans la zone de stabilité et il a tendance à s'éloigner, n'est-ce pas, de l'axe des imaginaires. Alors lorsque le pôle a tendance à se rapprocher de l'axe des imaginaires, alors ce pôle est dit dominant, ce pôle est lent. Alors parce que les pôles lents, ce sont les pôles qui dominent en fait dans notre système, c'est eux qui sont responsables, n'est-ce pas, de la dynamique qui résulte. Donc, et en discret, vous avez les pôles rapides sont ceux-là qui sont près du centre unité. Alors, lorsqu'un pôle se trouve exactement à 0, alors ce pôle, c'est le pôle le plus rapide qui soit. Donc, c'est le meilleur résultat qu'on puisse obtenir. Alors, lorsqu'un pôle se trouve plutôt à l'extérieur lorsqu'un pôle a tendance à se trouver près de 1 ou près du cercle unité, donc ce pôle est dit dominant. Donc, il est stable, mais il est dit dominant. Donc, dominant, c'est un pôle qui est lent aussi. Donc, vous avez donc ces caractéristiques-là pour déjà les pôles. En ce qui nous concerne, nous avons un pôle, que ce soit en continu ou que ce soit en discret. Nous avons vu que la conversion, pour passer dans les slides du cours, nous avons vu que la conversion pour quitter d'un pôle en continu à un pôle en discret, il fallait simplement exécuter une simple exponentielle du pôle multiplié par la période d'échantillonnage, en l'occurrence TS. Donc, nous allons maintenant voir comment est-ce que nous pouvons asservir, nous pouvons maintenir, n'est-ce pas, ce système à une position stable. Parce que vous voyez, ce système, il a tendance à tomber. Donc, je vais juste revenir sur ce système. Donc, vous avez ce système. Alors, dans les slides précédents, nous avons vu que une position d'équilibre, c'est une position qui est calculée lorsque l'entrée est nulle. Donc, notre segway, il est dans la configuration suivante. Alors, lorsque nous ne lui infligeons aucune entrée, donc en régime permanent, lorsque l'entrée est totalement nulle, alors le système ne reste pas stable. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber.
Alors, il sera question dans un premier temps de stabiliser notre système parce que nous parlons bien, nous voulons bien notre Segway n'est pas un système qui doit fonctionner à ras de sol, quoi. C'est un système qui doit fonctionner debout. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons déjà le stabiliser afin qu'il se maintienne dans une position verticale. Et nous allons pour cela utiliser la commande par retour d'état. Mais la commande par retour d'état ne peut être effectuée que si le système est commandable. Et bien évidemment, nous avons vérifié que le système est commandable. Donc, nous pouvons maintenant nous permettre d'effectuer une commande par retour d'état. Alors, nous allons commencer. Donc, je vais aller directement sur MATLAB et nous allons implémenter cette commande par retour d'état du système. Alors, dans MATLAB, ce que je fais, c'est que déjà, je vais venir dans New Script. Alors, une fois que je suis dans New Script, je vais créer, n'est-ce pas, juste pour vous permettre de voir le script que je viens d'ouvrir. Alors, juste pour vous permettre de voir ce que je viens juste d'ouvrir là. Donc, je viens d'ouvrir un script, donc en cliquant sur le lien en question. Alors, nous allons commencer à travailler sur ce script là. Alors, très rapidement, ce que nous allons exécuter là déjà, c'est sauvegarder déjà tous les paramètres du système que nous avons définis dans les slides précédents. Donc, nous sommes allés déjà des paramètres de notre système et par la suite nous avons défini les matrices qui caractérisent nos modèles et nous allons voir par la suite comment les implémenter donc dans Simulink, dans l'environnement de simulation. Donc, et nous sommes à la partie stabilisation par retour d'état. Donc, nous avons couvert toutes ces parties. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est sauvegarder. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il faut toujours vous rassurer lorsque vous implémentez lorsque vous faites un script, par la suite que vous l'enregistrez avec un nom, avec des voyelles. Peut-être si par exemple votre nom c'est modèle, il faut toujours vous rassurer que modèle est écrit sans des accents. Donc sinon vous aurez des erreurs au niveau de la compilation. Lorsque vous allez lancer run, donc vous aurez des problèmes à ce niveau-là. Donc nous allons maintenant continuer à déjà stabiliser notre système parce qu'il était question tout au départ de le stabiliser. Nous avons vu que ce système est instable et comment est-ce que nous le savons? Si je crée, n'est-ce pas, une matrice P et je définis à l'intérieur les valeurs propres de mon système, donc bien évidemment savoir que pour mon système discret, je l'ai appelé S1Z, alors je précise que je veux les valeurs propres de la matrice A, donc parce que S1Z c'est juste le modèle, mais A c'est la matrice. Donc lorsque vous écrivez de cette façon, vous invoquez en fait la matrice A. Donc lorsque je lui demande de me renvoyer les valeurs propres, vous voyez il y a deux valeurs qui ne sont pas souhaitées. Donc alors pour pouvoir se défaire de ces deux valeurs là, parce que ces deux valeurs ne sont pas souhaitées, elles ne sont pas à l'intérieur du cercle unité, nous allons utiliser donc un retour d'état et le retour d'état viendra nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir utiliser quelque chose de... Le retour d'état viendra nous permettre simplement d'avoir un système qui est stable. Donc nous allons par la suite voir comment est-ce que nous pouvons créer, n'est-ce pas, avec une commande très simple dans MATLAB, très simple qui vous permettra de pouvoir utiliser cela.
Donc maintenant, nous allons Alors pour ce faire, nous allons utiliser simplement la fonction hacker. Donc qu'est-ce que la fonction hacker en fait? La fonction hacker c'est une la fonction hacker c'est une fonction qui en fonction de votre matrice A, en fonction de votre matrice B, et en fonction des pôles que vous voulez imposer à votre système, donc les pôles que vous voulez imposer à la dynamique de votre système. Donc vous aurez, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir les substituer, n'est-ce pas, aux pôles existants. Donc la fonction hacker, elle nous est très utile en fait dans notre stabilisation par retour d'état. Donc et elle permet d'affecter en fait à K les valeurs qui lui permettront de pouvoir stabiliser, n'est-ce pas, notre système en retour d'état. Donc lorsque vous avez synthétisé cette matrice K, vous avez déjà lorsque vous avez une matrice K qui est adéquate, n'est-ce pas, à votre système, donc, et à vos pôles aux pôles que vous voulez substituer en fait. Donc je rappelle que là, nous avons juste conservé les pôles les plus rapides déjà, les pôles les plus rapides que nous avons définis dans les slides précédents. Et n'est-ce pas, nous avons les deux, nous avons un pôle double. Donc un pôle double, c'est un pôle qui est donc c'est un pôle que nous implémentons deux fois. Donc ce que nous avons fait simplement, c'est que nous avons remplacé un et nous avons remplacé cette valeur-ci par un pôle double. Et ce pôle double a été choisi par rapport aux contraintes de volt, donc de voltage que nous avons dans notre système. Donc nous voudrions pour la commande, une commande qui ne dépasse pas la charge maximale de la batterie. Et nous voulons également une commande qui ne soit pas supérieure à 10 volts. Parce que je rappelle que la commande que nous utilisons, c'est une tension. Donc nous utilisons la tension pour pouvoir commander les roues de notre moteur. Alors maintenant, nous allons passer au schéma Simulink. Alors je vais directement ouvrir Simulink. Donc vous pouvez là cliquer sur le bloc Simulink. Nous allons créer cette fois-ci, n'est-ce pas, un asservissement et vous allez voir comment est-ce que le retour d'état affecte le système et vous allez également comprendre comment est-ce que nous pouvons parvenir à cette valeur qui est comprise entre 0 et 10 volts. Alors, lorsque la page de Simulink s'ouvre, je vais juste vous permettre de la voir. Alors, vous avez l'interface de Simulink et je peux créer un nouveau modèle où je peux également exporter un modèle déjà utilisé précédemment. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser un nouveau bloc, donc j'ai déjà exactement tous les blocs qu'il me faut, donc déjà préassemblés. Donc, mais pour vous, si vous voulez réutiliser chacun de ces blocs pour pouvoir vous-même faire la simulation, donc je vous invite à faire juste un clic gauche. Donc, lorsque vous faites un clic gauche, vous appelez exactement vous appelez ces différentes vous implémentez ces différentes commandes. State Space vous permettra d'avoir ce bloc-ci. Alors, si vous voulez également obtenir ce bloc, vous faites juste un clic gauche et vous cliquez sur Scope. Donc, avec Scope, vous avez accès à cette fenêtre, cet outil de visualisation. Si vous avez besoin de ce gain, vous n'avez qu'à cliquer sur Gain. Et lorsque vous cliquez sur Gain, vous avez ce bloc qui vous apparaît. Mais moi, je ne vais pas les utiliser. Je les ai déjà, n'est-ce pas, préassemblés dans mon modèle. Donc, par la suite, si vous voulez vous pourrez simplement les connecter et vous obtiendrez ce que j'ai là.
Donc, et vous pouvez également, c'est possible sur Simulink, vous pouvez les nommer. Dans chaque bloc, vous pouvez lui affilier un nom et il va juste transporter le nom que vous l'avez donné. Donc là, nous allons lancer notre simulation, mais avant de la lancer, je vais déjà parcourir chacun de ces blocs afin que vous puissiez voir ce que nous avons mis à l'intérieur. Alors, dans le premier bloc Discrete State Space, nous avons les différentes valeurs que nous avons obtenues après la conversion du modèle continu au modèle discret. Donc, nous avons les différentes valeurs, nous avons les conditions initiales, n'est-ce pas? Donc, j'avais dit initialement 6,0, vous avez une valeur 6,0 qui est de 10, de 10 à 2, qui prend une valeur de 10 donc, dans mon modèle. Donc, vous avez également ces valeurs de A, B, C et D. Donc, tout cela est implémenté dans votre script si vous l'avez bien réalisé. Donc, et par la suite, nous avons également le gain de retour d'état K. Donc, il faudrait juste préciser en paramètre que vous voulez matrix, vous voulez ce deuxième paramètre-là. Donc, et pour revenir dans le cas du discrete state space, vous devez préciser la période d'échantillonnage afin d'éviter les erreurs. Donc, et en ce qui concerne ce bloc, et ce bloc-ci, vous n'avez rien à rajouter, donc juste lui imposer un certain nom, le nom que vous désirez. Et par la suite, vous lancez la simulation. Vous lancez la simulation avec Run. Et une fois que vous lancez la simulation, vous obtiendrez les courbes résultantes, n'est-ce pas, de ce premier asservissement qui consiste juste, n'est-ce pas, à stabiliser notre système. Alors, les courbes, elles vont s'afficher. Alors, bien évidemment, il faut vérifier que toutes les valeurs qui sont présentes dans vos blocs sont implémentées dans le point M. C'est ça qui fait disparaître, n'est-ce pas, ce que vous avez vu autour du bloc, c'est ça qui fait disparaître les points d'exclamation. Une fois que vous avez lancé votre modèle et que tout est bien fait, vous allez obtenir ces courbes. Donc, nous allons ouvrir déjà la courbe correspondante à X. Nous allons également ouvrir la courbe correspondante à U par la suite. Alors, vous avez cette courbe qui vous montre directement les 4 états. Donc, les 4 états, je précise phi, θ, phi point et θ point. Donc, vous avez les 4 états qui s'affichent là et qui ont tendance à par la suite aller vers 0. Donc, une configuration initiale et une configuration finale des états à 0. Donc, par la suite, nous allons exécuter le deuxième scope, outil de visualisation, pour voir exactement quelle est la commande, n'est-ce pas, qui est utilisée afin d'obtenir ces résultats-là. Donc, je vais cliquer juste sur le scope. Et vous allez voir, lorsque je vais le permettre, je vais afficher à l'écran là les valeurs. Alors, vous avez à l'écran la valeur qui correspond à la courbe qui correspond à notre commande. Et vous voyez bien que notre commande est comprise entre bien évidemment inférieure à 10 volts. Donc, elle a tendance à aller vers moins 1. Et par la suite, elle s'annule. Donc, notre commande reste bien
inférieur à 10, comme nous l'avons voulu. Donc, tout dépend du choix que vous faites. Donc, lorsque vous faites la synthèse du gain de retour d'état, tout dépend du choix que vous faites, donc des valeurs de paramètres. Lorsque vous choisissez les bonnes valeurs, donc vous vous retrouvez avec un système qui ne demande pas d'entrée supérieure à ce que votre batterie peut fournir, ou bien vous avez une commande qui reste dans une configuration de tension, dans une configuration où elle vous donne uniquement, n'est-ce pas, les valeurs dans un intervalle précis. Donc tout dépend du gain de retour d'état que vous choisissez. Nous allons dès à présent retourner, n'est-ce pas, dans nos lectures, très rapidement. Notre système de façon à le permettre simplement dans un premier temps, n'est-ce pas, de se conserver stable, de conserver une position verticale. Et je vais juste préciser, avant qu'on évolue, n'est-ce pas, à la prochaine vidéo, je vais juste préciser qu'il s'agit en fait non pas de notre système, du système que nous voulons commander directement, mais il s'agit de son modèle, de ce qu'il représente physiquement. Donc nous n'avons pas encore inclus un certain nombre de valeurs qui vont intervenir par la suite. Donc nous avons juste pris conscience du fait que notre système doit fonctionner dans une plage de tension qui n'est pas supérieure à 10 volts. Mais par la suite, nous allons voir qu'un asservissement comme celui-ci ne peut pas être réalisé de façon aussi simpliste. Donc notamment, vous avez les angles θ, vous avez les angles phi, donc les angles qui vous ont fournis par les capteurs ne vous ont pas fournis dans la bonne unité. Et deuxièmement, elles ne vous sont pas fournis également avec des mesures très précises. Donc il y a des erreurs au niveau de ces acquisitions-là et il faudrait reconstruire, n'est-ce pas, les états. Donc nous allons voir dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas, quels sont les blocs qui seront utilisés donc afin d'asservir notre système, en l'occurrence celui présent à l'écran, qui a un certain nombre de connexions, un certain nombre de capteurs dont il faudra tenir compte lors de la réception, n'est-ce pas, des variables d'état, donc lors de leurs acquisitions, donc puisqu'il s'agit d'une commande par retour d'état. Alors si les états ne sont pas dans les bonnes unités, si les états ne sont pas parfaitement convertis donc en unités adéquates, si les états ne sont pas reconstruits en fait, donc vous aurez des problèmes au niveau de la commande. Donc la prochaine vidéo aura pour but de vous introduire déjà, n'est-ce pas, à cet environnement de simulation encore plus en profondeur, donc MATLAB Simulink. Donc nous allons voir comment utiliser ces blocs-là, ces capteurs pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, non seulement la reconstruction d'état, mais également nous allons implémenter, n'est-ce pas, dans des vidéos futures, un système, n'est-ce pas, d'anti-collision. Donc vous pouvez nous suivre sur nos différentes chaînes à partir de ce site. Vous pouvez nous suivre également à partir de notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, comme vous le faites actuellement. Et nous serons avec vous donc, pour vous accompagner, n'est-ce pas, dans vos projets, donc à travers ce cours que nous avons mis sur TechZone. Donc bien vouloir vous inscrire à ce cours-là et suivre les enseignements qui seront dispensés. Ciao!